Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 89, nous passerons en revue la performance des marchés des capitaux mondiaux pour le premier semestre de 2026. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François. Et toi? Ça va très bien, merci. Donc, on est officiellement arrivé à la mi de l'année 2026 et comme d'habitude à cette période d'année, on prend un peu de recul pour analyser les facteurs qui ont influencé les marchés mondiaux au cours des 6 derniers mois. Si je devais résumer le premier semestre de 2026 en un seul mot, ça serait mouvementé. Pas chaotique comme l'année dernière, mais pleine de surprises qui ont tenu les investisseurs en alerte, je pense. Tout à fait, François. Et contrairement à 2025, où les chocs provenaient principalement de Washington et des politiques tarifaires de Trump, cette année, les principaux facteurs ont été des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, et ensuite le bras de fer permanent entre l'inflation qui est en hausse, surtout aux États-Unis, et un ralentissement de la croissance. À cela, j'ajouterais l'emballement continu autour de l'intelligence artificielle ou IA et enfin la médiatisation autour de la récente introduction en bourse de SpaceX. Oui, le IPO. Exactement. Et avant de plonger dans les chiffres, je rappelle à nos auditeurs que toutes les statistiques de marché dont on va parler aujourd'hui sont disponibles sur notre site web Sujet Capital dans la section ressources, ainsi que sur la page de notre équipe sur le site web de PWL Capital. Ces pages de statistiques constituent un excellent complément à l'épisode d'aujourd'hui et une référence utile pour passer en revue vos propres portefeuilles. Et j'ajouterais à ça, François, que les performances de nos portefeuilles modèles sont également disponibles sur le site web de Sujet Capital. On trouve que comparer son propre portefeuille à un portefeuille de référence diversifié à l'échelle mondiale, c'est toujours un excellent exercice et ça peut nous aider à garder les deux pieds sur terre afin d'éviter de se laisser distraire par les fluctuations de marché à court terme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, James. Donc, on va commencer avec la portion géopolitique, car c'est là qu'est venue une grande partie de la volatilité des marchés depuis le début de l'année. Oui, en fait, quand on étudiait la finance à la belle époque, on étudiait le risque, puis géopolitique, c'était toujours 2-3 paragraphes, pas plus, mais il me semble depuis 10-15 ans, François, qu'on en parle pas mal de risques géopolitiques. Fait que cette année, le choc le plus important sur ce plan au premier semestre de l'année a été la guerre en Iran. Puis ce conflit qui a débuté en février a déclenché une volatilité des marchés boursiers mondiaux et une forte flambée des cours du pétrole. Les cours du pétrole brut mesurés par des indices de référence tels que le West Texas Intermediate ou le WTI ou le Brent Crude britannique ont tous deux bondi d'environ 70 $ américains le baril à 125 $ américains le baril en l'espace de quelques jours. Oui, puis cette flambée a été alimentée par la crainte de perturbation de l'approvisionnement. Les investisseurs craignaient que le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20% des expéditions mondiales de pétrole, soit fermé. Et en effet, il a été fermé, puis il a juste récemment été ouvert grâce à un cessez-le-feu et aux négociations de paix qui sont en cours. Mais le point essentiel pour nos auditeurs, François, c'est que rien de tout ça n'était prévisible. Tout comme le saga des droits de douane de l'année dernière, ces événements sont survenus de nulle part. Et la réaction des marchés a été rapide et violente. Les principaux indices boursiers mondiaux ont subi une correction, perdant en moyenne environ 10% en l'espace de quelques jours. Fait que
les investisseurs qui ont tenté de spéculer sur l'actualité auraient eu beaucoup de mal à faire les bons choix pendant cette période. Ben, je suis tout à fait d'accord, James. Puis la plupart des investisseurs n'auraient pas pu prédire qu'après près de 3 mois et demi de fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés boursiers mondiaux seraient tous en territoire positif à la mi-année. Là. Les gens seraient attendus à bien pire que ça dans l'ensemble. Puis aux États-Unis, les marchés boursiers ont progressé très fortement, 15,5% au deuxième trimestre, ce qui en fait le meilleur trimestre depuis le printemps 2020. Maintenant, si on change de sujet, l'un des thèmes majeurs de 2026 reste l'essor de l'IA. L'engouement pour l'IA, c'est pas essoufflé du tout. En fait, il s'est même amplifié. Tout à fait, François. À la même époque, l'année dernière, les marchés américains étaient principalement préoccupés par la performance des actions Magnificent Seven. Cette année, l'enthousiasme s'est étendu dans le secteur de la technologie aux actions d'infrastructures infonuagiques, aux équipements réseau, aux centres de données et à la fabrication de microprocesseurs. Oui, James, puisqu'on parle de l'IA et d'entreprises technologiques, on devrait également parler d'un phénomène qu'on n'a pas vu depuis quelques années, le retour des grandes introductions en bourse, des IPO. Là, on fait la une des journaux. Après ce qui a été, semble être une longue période creuse sur le marché des introductions en bourse, 2026 s'annonce comme étant une très grande année. Là. Tout à fait, François. Cette année, il va y avoir, si tout se déroule comme prévu, 3 introductions en bourse, en fait, qui font l'actualité. Il s'agit de SpaceX, qui est la société d'Elon Musk, et elle a fait son entrée en bourse le 12 juin dernier, levant 75 millions de dollars US. Il s'agit de la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Plus tard cette année, ou peut-être ça ira en début 2027, OpenAI et Anthropic, 2 compagnies fortes américaines du secteur de l'intelligence artificielle, devraient également entrer en bourse. Toutes deux surfent sur la vague de l'adoption de l'intelligence artificielle et devraient figurer parmi les plus importantes introductions en bourse jamais réalisées. Oui, ce qui est intéressant, James, et peut-être même un peu étonnant, c'est que certains des fournisseurs d'indices ont contourné les périodes d'attente traditionnelles de plusieurs mois ou trimestres et ont accéléré l'intégration de ces IPO dans leur indice. Sans trop entrer dans les détails, là, à l'exception de l'indice S&P 500, tous les autres grands fournisseurs d'indices tels que MSCI, FTSE Russell et les indices CRSP ont modifié leur délai et leurs règles d'intégration dans les indices afin de faciliter l'entrée de ces importants IPO dans leur indice. Exactement, François. Et pour certains, ça suscite de l'enthousiasme, mais ça engendre également des risques. Lorsqu'une action est ajoutée à un indice majeur, les fonds indiciels et les FNB sont contraints de l'acheter, quelle que soit sa valorisation. Les FNB indiciels n'ont d'autre choix que d'acheter cette action car ils doivent répliquer leur indice de référence qui inclut désormais ce nouveau titre. Ça fait alors grimper la demande et par conséquent le cours de l'action. Cette hausse de prix est en fait artificielle et uniquement dictée par la demande. Elle ne repose pas, selon nous, sur les fondamentaux. Oui, puis malheureusement, James, comme tu sais, ce sont les détenteurs d'FNB qui vont finir par supporter le coût de ces introductions en bourse, accélérées et surévaluées. Ça nous rappelle une fois de plus que les marchés là, évoluent aujourd'hui plus vite que jamais, que les rumeurs se propagent rapidement, que les flux de capitaux sont rapides et que maintenant, là, l'intégration des IPO dans les indices se fait rapidement. Pour les investisseurs à long terme, il est important de garder les pieds sur terre, ne pas se laisser emporter par l'engouement général envers ces IPO. J'ajouterais aussi, James, à l'intention des investisseurs, que un des outils qu'on utilise dans les portefeuilles, c'est les fonds Dimensional. Puis Dimensional n'a pas changé et que la société n'ajoute pas d'IPO à son portefeuille avant qu'elle n'ait été cotée en bourse depuis au moins 1 an. Je pense qu'il est également important, François, de rappeler à nos auditeurs que les introductions en bourse ont historiquement été bénéfiques pour les investisseurs institutionnels qui détenaient les actions avant leur mise en bourse. Mais pour les investisseurs particuliers,
les performances à long terme des IPO, une fois qu'elles transigent en bourse, sont bien plus mitigées car elles ne parviennent souvent pas à dépasser le rendement d'un indice de référence diversifié comme le S&P 500. Ouais. Maintenant, James, on va regarder un peu du côté de l'économie. Au Canada, l'inflation s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 2 ans, 3,2 en mai. Cette hausse de l'inflation est principalement due à la guerre en Iran et à son impact sur les prix du pétrole. Heureusement, là, cette forte inflation pourrait toutefois être temporaire, étant donné que les cours du pétrole sont désormais revenus à des niveaux d'avant la guerre. Oui, et c'est rassurant, François, car ça donne à la Banque du Canada une plus grande marge de manœuvre avant de procéder à de nouveaux ajustements de son taux directeur. C'est vraiment important car la Banque est actuellement confrontée à des signaux contradictoires. D'une part, un ralentissement économique marqué par 2 trimestres consécutifs de contraction légère du PIB et d'autre part, la nécessité éventuelle de lutter contre l'inflation qui est un petit peu plus forte que sa cible de 2 Fait que pour l'instant, le taux directeur de la Banque centrale reste inchangé pour l'année à 2,25 mais le marché s'attend à ce qu'il n'y ait pas de modification des taux en 2026. Ouais. Puis aux États-Unis, l'inflation s'est avérée plus résistante et a même atteint 4,2 en mai, son plus haut niveau depuis avril 2023. Malgré cette nouvelle, là, la Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des fonds fédéraux inchangé à 3,75 lors de sa dernière réunion. L'économie américaine continue de défier les prévisions avec une croissance annualisée de 2,7 au premier trimestre. Les dépenses de consommation sont très fortes et le taux de chômage reste faible à 4,2 François, il faut également mentionner pour nos auditeurs qu'il y a eu un changement majeur à la tête de la Réserve fédérale américaine. Le mandat de Jerome Powell a pris fin en mai dernier. Le nouveau chef nommé par notre ami le vieux Trumper, Kevin Warsh, est maintenant en poste. Les marchés ont suivi cette transition de très près, car M. Warsh a toujours été considéré comme faisant partie de la cohorte des économistes qui mettent en avant la lutte contre l'inflation. Oui, puis James, il va être intéressant de voir comment il va parvenir à concilier le souhait du président Trump de voir les taux baisser et de la nécessité d'assurer la stabilité économique et des prix. Exactement, François. Et comme tu l'as mentionné, l'inflation aux États-Unis s'établit à 4,2 présentement. C'est un niveau nettement supérieur à l'objectif de la Fed qui est d'environ 2 Cette transition, donc, est survenue à un moment chargé d'émotions pour la Fed, mais on souligne que l'un de ses présidents les plus célèbres, Alan Greenspan, qui a occupé le poste de 1987 à 2006, soit presque 20 ans, est décédé récemment à l'âge de 100 ans. Certains de nos auditeurs se souviendront peut-être que certaines de ses décisions en tant que président de la Fed ont été controversées. Au final, mon opinion, c'est que l'on soit d'accord ou non avec ses décisions, Greenspan a été l'un des banquiers centraux les plus influents de l'histoire économique moderne. Son mandat, vraiment, selon moi encore, a façonné plusieurs décennies de politique monétaire des banques centrales à travers le monde. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, James. Puis il a occupé le poste de président de la Fed pendant certaines des périodes les plus marquantes de l'histoire économique récente aux États-Unis, c'est-à-dire le crash de 1987, l'essor puis l'effondrement de la bulle Internet et la récession du début des années 2000. Et bien sûr, on se souviendra toujours de lui pour avoir inventé l'expression exubérance irrationnelle ou en anglais irrational exuberance dans un discours de 1996 où il avait averti que les marchés pouvaient se détacher des fondamentaux bien avant que les investisseurs ne s'en rendent compte. Cette expression est entrée dans le vocabulaire financier et est encore utilisée aujourd'hui pour décrire les excès spéculatifs. Parfaitement dit, François. C'est un terme une expression qui est très puissante.
Et on ne peut s'empêcher de se demander ce que M. Greenspan penserait du contexte actuel, et en particulier des valorisations de certaines de ces entreprises spécialisées dans l'IA et les technologies qui s'y rattachent. Je soupçonne qu'il rappellerait aux investisseurs que la psychologie du marché peut devancer les fondamentaux, tout comme ce fut le cas à la fin des années 90. Oui, je suis d'accord, James. L'avertissement de Greenspan sur l'exubérance irrationnelle ne visait pas à prédire un crash, mais à rappeler aux investisseurs que la confiance peut se transformer insidieusement en complaisance. Et c'est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'à la fin des années 1990, je pense. Oui, la complaisance, c'est vraiment dangereux. Par ailleurs, François, sur le plan économique, la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur de 25 points de base en juin, les portant à 2,4 %, et ceci afin de contenir l'inflation qui a atteint 3,2 % dans la zone euro pour les 12 mois se terminant en mai. Puis j'ajouterais qu'au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé à 3,75 %. Ouais. Maintenant, on va regarder les statistiques de marché pour le premier semestre 2026. À titre de rappel, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nos statistiques de marché sont disponibles sur le site web de Sujet Capital et dans la section dédiée à notre équipe sur le site web de PWL Capital. On fournira le lien vers ces statistiques sur la page du podcast. Donc, commençons par le revenu fixe. Les obligations à court terme canadiennes qui constituent le cœur de nos portefeuilles obligataires, ont affiché un rendement modeste de 1,4 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice obligataire universel canadien, qui comprend des obligations à plus longue échéance, a généré un rendement légèrement supérieur de 2,1 %. Pour la dernière année, sur les 12 mois complets, les performances ont été similaires pour l'un et l'autre, s'établissant respectivement à 3 % et 3,4 %. Au 30 juin, le rendement des obligations de référence du gouvernement du Canada à 10 ans était relativement inchangé depuis le début de l'année à 3,37 % contre 3,45 % au 31 décembre de 2025. J'ajouterais à tout ça, François, que pour les investisseurs, dont une part importante de leur portefeuille est constituée d'obligations, ces rendements sont vraiment intéressants, surtout par rapport à ce qui était disponible pendant les années de pandémie, lorsque les rendements des obligations, exemple l'obligation de 10 ans, étaient inférieurs à 1 %. Ouais, je suis tout à fait d'accord, James. Et au moins, ces rendements suivent le rythme de l'inflation. Donc, on est compensé un peu pour l'inflation, ce qui n'était pas le cas là, il y a quelques années. On passe maintenant aux actions. Au Canada, l'indice composé S&P/TSX a progressé de 11,2 % au premier semestre, principalement sous l'impulsion des secteurs de l'énergie et des services financiers qui ont respectivement enregistré une hausse de 25 % et de 21 % depuis le début de l'année. Ces deux secteurs ont un impact considérable sur le TSX puisqu'ils constituent les deux plus grandes composantes de l'indice, puis représentent au total un peu plus de 50 % de l'indice. Cependant, ce qui est un peu surprenant sur le marché canadien, c'est que contrairement à d'autres marchés, et plus particulièrement aux États-Unis, le secteur des technologies de l'information a connu des difficultés et n'a pas du tout suivi le mouvement de l'intelligence artificielle puisqu'il a affiché une baisse de 8,5 % pour la période. Pour les 12 derniers mois, l'indice composé S&P/TSX a enregistré une hausse spectaculaire, je pense, là, de 32,9 %. Bon, François, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un rendement spectaculaire et même exceptionnel. Maintenant, François, qu'est-ce qu'il y en a des marchés américains dans le premier semestre de 2026? Eh bien, James, les marchés américains affichent aussi une belle progression depuis le début de l'année, atteignant des nouveaux records historiques. Comme j'ai mentionné plus tôt, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur meilleure performance depuis le deuxième trimestre de 2020, progressant respectivement de 15,5 % et de 21 % au cours du dernier trimestre. Depuis le début de l'année, l'ensemble du marché américain est en hausse de 10,9 % en dollars. Ça, c'est en dollars américains. En dollars canadiens, c'est 14,8 %.
Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les marchés sont en hausse malgré un premier semestre difficile pour les Mag 7, les Magnificent 7. En tant que groupe, les Magnificent 7 affichent une baisse de 3,4% depuis le début de l'année. Ça, c'était en date du 29 juin. Le mois de juin a été particulièrement difficile pour plusieurs des Mag 7, puisque Microsoft a perdu 20%, Nvidia a perdu 13% et Apple et Amazon près de 8%. À elles seules, ces actions-là ont perdu 2000 milliards de dollars américains rien qu'en juin. Et parmi ces 7 titres, seulement Alphabet, qui est Google, a affiché une performance supérieure à celle de l'indice du S&P 500. Oui, je ne suis pas sûr. C'est ce qui est assez connu de la part des investisseurs, à quel point les Mag 7 ont eu de la difficulté en bourse cette année. Et comme tu l'as mentionné, François, c'est vraiment très intéressant car dans leur ensemble, ces 7 titres représentent environ le tiers de l'indice S&P 500. Fait que c'est toujours un poids très important. Oui, ça veut dire que la diversification, ça marche, puis ça signifie qu'on observe une participation plus grande au sein de l'indice. Depuis le début de l'année, il y a seulement 2 des 11 secteurs de l'indice S&P 500 qui ont reculé, tandis que 5 des 11 secteurs affichent des rendements à 2 chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est que les actions maintenant de type valeur à grande et moyenne capitalisation et aussi les actions de petite capitalisation surpassent maintenant les indices de croissance comparables avec des performances respectives là, de 20,3% et de 26,9%. Ça, c'est en dollars canadiens. Enfin, sur 12 mois, l'indice total américain a progressé de 27,7% et ça, c'est en dollars canadiens. Je trouve ça très surprenant, François, compte tenu de l'emballement pour l'IA. Les rendements des titres de valeur aux États-Unis qu'ils aient désormais surperformé les titres de croissance au cours des 6 derniers mois et même sur l'ensemble des 12 derniers mois. Mais bon, on ne sait jamais que la tendance va s'inverser. François, peux-tu maintenant expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé sur les marchés internationaux des actions tant développées qu'émergents? Oui, James. Les actions de marché développés internationaux mesurées par l'indice MSCI EAFE ont connu un premier semestre assez bon. Elles ont progressé de près de 10%, ça c'est en dollars canadiens. En devise locale, la hausse a été de 9,1%. Les actions de type valeur et de petite capitalisation se sont également bien comportées avec des hausses respectives de 13,5 et de 11,4%, ça c'est en dollars canadiens. On fait référence aux actions de valeur et petite capitalisation, James, parce que faut que nos auditeurs comprennent que dans nos portefeuilles, avec les fonds Dimensional, on a un biais vers les actions de valeur et de petite capitalisation. Là, je reviens au marché émergent. Ils ont connu un premier semestre exceptionnel. Je pense ils ont progressé de 28,4%. Et sur la dernière année, elles affichent une hausse de près de 50% à 49,9%. 49,9%, François, c'est vraiment spectaculaire. Qui l'aurait cru? Alors, dis-moi, quelle est la grande leçon que nos auditeurs devraient retenir par rapport à ce qui s'est passé dans les marchés financiers les 6 derniers mois? Pour moi, James, c'est que les marchés suivent rarement le scénario auquel les investisseurs s'attendent. Faut se rappeler, là, entre la guerre en Iran, la flambée des cours du pétrole, le boom de l'IA, la folie de SpaceX, la performance négative des Magnificent Seven et le changement de direction à la Fed, il y avait encore une fois de nombreuses raisons de s'inquiéter. Et pourtant, le fait de maintenir le cap avec des portefeuilles largement diversifiés a généré des très, très bons rendements. Écoute, c'est exactement vrai, François. Et comme on le dit toujours à nos auditeurs, essayer d'anticiper le marché est une stratégie perdante. Rester investi, diversifier son portefeuille et s'en tenir à son plan d'investissement à long terme reste la meilleure approche. Oui, tout à fait. Et même si on ne peut pas prédire ce que nous réserve le second semestre, on peut se préparer en restant discipliné
en s'appuyant sur des faits concrets. D'après moi, les investisseurs doivent rester prudents. Les marchés se situent maintenant à des nouveaux records et la dernière décennie là, a généré des rendements bien au-delà des rendements espérés à long terme. Ça peut donner aux investisseurs l'impression qu'il est temps de tout vendre ou de sécuriser leurs gains, mais généralement, là, ça, c'est pas la bonne stratégie à adopter. Exactement. La vraie question n'est pas de savoir si les marchés sont élevés. À long terme, elle va toujours faire des records. Mais si votre portefeuille correspond toujours à vos objectifs, incluant votre horizon temporel, à votre tolérance au risque et votre capacité financière, mieux vaut rester sur le bon chemin. Oui, tout à fait, James. Puis les fortes hausses des marchés peuvent discrètement modifier votre répartition d'actifs. Du jour au lendemain, vous prenez plus de risques que vous ne l'aviez initialement prévu. C'est pourquoi le rééquilibrage, là, c'est très, très important. Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer ensuite, mais c'est de ramener votre portefeuille vers la répartition d'actifs à long terme qui correspond à vos besoins et à vos objectifs. Le rééquilibrage permet de maîtriser le risque, ça renforce la discipline et ça vous aide à rester investi, quelles que soient les surprises que le reste de l'année vous réserve. Eh bien, François, c'est là le point essentiel pour nos auditeurs. Restez disciplinés, diversifiez vos placements et tenez-vous-en à votre plan d'investissement. Les marchés seront toujours imprévisibles et personne n'a une boule de cristal. Tout à fait d'accord avec ça, James. Puis je pense que c'est le moment idéal pour conclure. Donc, merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Et sur ça, c'est tout pour ce 89e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Et également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode apparaître le 5 août. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci encore et à bientôt.